ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, vous le voyez, est à la une, avec notamment Michel Barnier, bien sûr, mais il est à la une du JDD puisqu'il donne une interview à nos confrères du Journal du Dimanche. Et on en parle avec vous, Jules Torres. Il y dénonce le manque de cohérence de Marine Le Pen et il lui lance un appel à la responsabilité. Oui, c'est le dernier avertissement avant la censure, finalement, parce qu'on a bien compris, ces derniers jours, Marine Le Pen, elle est montée d'un ton, elle a fait chauffer, elle a fait monter la température, que ce soit à Bercy et à Matignon. Et pour le coup, là, c'est le locataire de Bercy qui, ce week-end, est envoyé en mission pour adresser un dernier avertissement à Marine Le Pen, un dernier appel à la responsabilité à la chef des députés du Rassemblement national. Parce que Antoine Armand, il nous dit quoi ? Il nous dit que finalement, qu'il n'y ait pas de budget, eh bien, ça aura des conséquences pour le pays. Il nous donne 3 exemples. Il y a le premier, c'est l'impôt sur le revenu. Il nous dit que plus de 17 millions de contribuables verront leurs impôts augmenter. Il nous dit que sur des sujets urgents, la crise agricole, la crise du logement, eh bien, il n'y aura pas de réponse apportée s'il n'y a pas de budget. Et la troisième, c'est évidemment l'importance que peut avoir cette censure sur sur l'incertitude économique qui règne aujourd'hui en France. C'est-à-dire que on aurait sans doute des taux d'intérêt qui se montraient très rapidement. Donc évidemment, à Bercy comme à Matignon, on joue la dramatisation. On nous dit que s'il y a censure, si ce budget ne passe pas, eh bien il y aura le chaos et le désordre. On voit bien qu'ils sont un petit peu pieds et poings liés par une situation politique qu'ils ne maîtrisent plus, ou qu'ils ne maîtrisent plus en tout cas jusqu'aux lignes rouges qui ont été fixées par Marine Le Pen. Donc demain, on devrait avoir a priori un 49.3 sur ce sujet du budget, puis le dépôt d'une motion de censure, et ensuite il y aura un vote 48 heures plus tard. Donc est-ce que Antoine Armand sera encore ministre de l'économie mercredi ? On ne le sait pas. En tout cas, Marine Le Pen, elle attend toujours des concessions sur le budget, sur l'AME, sur la proportionnelle, sur l'immigration. Et honnêtement, Marine Le Pen, elle nous l'a dit, elle le répète, les lignes rouges qu'elle a posées lors du discours de politique générale de Michel Barnier, si elles ne sont pas respectées, si elles sont franchies par le gouvernement cette semaine, elle censurera. Alors, certes, une instabilité politique générerait évidemment une incertitude sur les marchés financiers pour la France, évidemment, mais le gouvernement, le ministre de l'économie joue évidemment un petit peu sur les peurs. Ah ben évidemment, mais de toute façon, depuis 2017, on ne joue que sur les peurs. Rappelez-vous quand même, en 2017, on a eu la peur du fascisme, il fallait absolument élire Emmanuel Macron. Après, la France était en guerre, on avait la peur du coronavirus. Après, il y a eu la peur de la guerre en Ukraine. Après, il y a eu nouveau la peur du retour au fascisme avec la grande quinzaine entre les deux tours. La peur, ça dure depuis 2017. Alors, je trouve assez amusant certaines choses. C'est pas Antoine Armand qui avait tenu des propos tellement peu amènes à l'endroit de Marine Le Pen, qui s'était fait, vous me passerez l'expression, vous vous dites recadrer, moi j'aurais pris une expression de rugby. On va rester sur recadrer si vous voulez bien. Renvoyer dans ses 22 mètres, comme on dit au rugby, parce que il n'avait pas été très fin, parce que désolé, quand vous avez besoin des voix des gens, et vous avez besoin aujourd'hui des voix du RN, vous évitez de leur taper dessus, comme l'a fait encore Prisca Thévenot cette semaine. Est-ce que, de temps en temps... Alors, je trouve ça amusant. Pourquoi est-ce qu'ils demandent au RN de faire preuve de responsabilité et de ne pas censurer ? Pourquoi est-ce qu'ils ne le demandent pas au Nouveau Front Populaire ? Ils n'ont pas appelé à voter, le Nouveau Front Populaire, il y a quelques mois ? Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas le Nouveau Front Populaire à faire preuve de responsabilité ? Ils ont fait une alliance de circonstances et ils demandent maintenant à ceux qu'ils ont demandé de battre partout de voter pour eux. Mais où est la cohérence dans la majorité ? Où elle est ? Effectivement. On va passer à l'actualité internationale à présent. Au Moyen-Orient, la majeure partie de la ville d'Alep en Syrie est désormais aux mains des islamistes. Plusieurs groupes rebelles ont mené une offensive éclair. Elle a fait plus de 320 morts. Le président syrien Bachar al-Assad a assuré hier soir que son pays était en capacité de vaincre ces terroristes. On en parle avec vous, Harold Iman. Est-ce qu'il s'agit de la deuxième guerre de Syrie qui avait failli renverser Bachar al-Assad il y a 10 ans ? Ça a une certaine ressemblance. Et d'ailleurs, Bachar al-Assad serait allé à Moscou et serait revenu. Moscou étant aujourd'hui, la Russie, son seul allié effectif sur le terrain. Alors, voyons sur la carte, c'est simple. Il y a des zones dans le nord de la Syrie qui sont contrôlées par la Turquie. Mais attention, la Turquie ne règne pas sur ces zones dans le nord et il y a une présence d'Al-Qaïda dans cette zone que j'espère qu'on verra sur la carte. Et voilà. Et ils ont une autonomie, ces groupes
issus d'Al-Qaïda, qui ont changé de nom, qui sont tout petit peu plus respectables dans leur image, eh bien, ils ont décidé d'attaquer Alep pour se venger de bombardements divers du régime il y a quelques années sur Idlib, qui est un peu leur capitale. Bon, et aux surprises, il n'y avait personne pour les stopper. Et ça marchait beaucoup mieux que prévu, que même en Turquie, à Ankara, le gouvernement était surpris. Ah tiens, ça a mieux marché que prévu. Et on n'a pas pu les retenir. Ils sont allés encore plus loin, ces rebelles, et ils déferlent vers le sud. Alors, il n'y avait plus le Hezbollah pour les stopper. Il n'y avait plus les gardiens de la révolution d'Iran pour les stopper, parce qu'ils ont été frappés énormément par Israël. Et d'ailleurs, le Hezbollah, lui, il est parti au Liban pour participer à la guerre. Donc, il y a eu comme un vide dont profitent ces éléments d'Al-Qaïda qui dormaient dans leur coin, qui se réarmaient et qui s'affûtaient leurs armes. Donc la Russie avait encore un peu de moyens aériens, les a utilisés, mais personne au sol pour venir sauver cette armée syrienne fantomatique qui s'est rendue. Bref, ce n'est pas tout à fait la même chose que la grande époque de la guerre civile syrienne, et Bachar al-Assad semble beaucoup plus faible, alors même que les Occidentaux commençaient à se dire « Ah, si vraiment on se remettait à lui parler, peut-être qu'on peut le réhabiliter en douce ». En Espagne, à présent, la colère encore et toujours des habitants de la région de Valence. Ils dénoncent la mauvaise gestion des inondations par les autorités locales. Un mois après la catastrophe qui a fait 230 morts, on a eu plus de 100 000 personnes qui se sont donc réunies pour protester. Elles demandent notamment la démission du chef de la région, Carlos Masson. Les dégâts matériels, eux, sont considérables, estimés à plusieurs millions d'euros. Le retour à la normale est encore loin dans la région, mais la solidarité entre habitants est toujours bien présente. Les images sont commentées par Sharon Camara. Des débris entassés dans les rues qui rappellent la catastrophe qui s'est abattue sur la ville. Un mois après les inondations dans la province de Valence, le retour à la normale est lent et difficile. Les rues sont en train d'être nettoyées, mais il y a toujours un danger caché. Nous avons peur car les fondements de nos immeubles sont encore ensevelis sous l'eau et la boue. Paiporta, épicentre des inondations, se relève douloureusement. Peu de commerces ont rouvert leurs portes, obligeant les habitants à s'appuyer sur l'aide des bénévoles et des associations caritatives. Il a décidé, après tous ces malheurs qui se sont produits dans la région, de couper les cheveux de tous ceux qui viennent et qui en ont besoin. Et pour moi, c'est avoir bon cœur. Un soutien important pour ces habitants qui veulent croire en un avenir meilleur ici à Paiporta. Je souhaite que la ville devienne meilleure qu'elle ne l'était avant les inondations. J'espère que quelque chose de positif sortira de cette crise et que Paiporta sera bien plus belle qu'elle ne l'était avant les inondations. Le 29 octobre dernier, le sud de l'Espagne était touché par des inondations dévastatrices. Le bilan, toujours provisoire, fait état d'au moins 230 morts ainsi que d'importants dégâts matériels. 8h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine. Cet accident lors d'une parade de Noël hier soir à Trouville-sur-Mer dans le Calvados. La structure métallique en forme d'oiseau installée sur un char est tombée dans un virage. 13 personnes ont été blessées. Le Téléthon remporte près de 80 millions d'euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. Beaucoup d'actions sont à prévoir dès demain, lundi. Les donateurs peuvent également continuer à contribuer toute l'année sur téléthon.fr. Et puis en Géorgie, des affrontements ont eu lieu cette nuit à Tbilissi devant le Parlement. Ils opposaient la police et plusieurs manifestants pro-européens qui protestent contre la décision de repousser les discussions sur leur adhésion à l'Union européenne. Mon cher Philippe, est-ce que vous êtes un amateur de truffes ? Ah oui, bon. Parce qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un, Marine Sabourin, qui achète tout à la truffe. Exactement. Et en face également, Jules Torres. Jules Torres également. Moi, je partage la responsabilité. moi, je suis prêt à même me faire traiter de truffe pour en manger. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je vais vous mettre en appétit. Si vous nous regardez ce matin. Harold aussi, la truffe. Oui, c'est excellent, la truffe. Je vais vous mettre en appétit puisque la saison de la truffe est officiellement ouverte. La récolte 2024 est excellente, Marine. Oui, en plus, bonne nouvelle, les prix sont moins élevés que les années précédentes. Laure Parra s'est rendu pour nous sur un marché dédié à cette heure noire. Allez, c'est bon. Avant le coup d'envoi de la vente des truffes aux particuliers, un contrôle est obligatoire. Il faut vérifier la taille, la maturité et la propreté des lots. 9h, le marché s'ouvre, les clients affluent rapidement, les meilleures truffes partent vite. Les prix sont moins élevés que l'an dernier. 2024 est un millésime.
On l'a vu par rapport au temps, il a fait un temps magnifique. Je veux dire, il a fait un temps comme il y a 20 ans. Je veux dire, il avait des belles pluies au mois de juillet, au mois d'août. Rien à voir avec les sécheresses qu'on a eues ces dernières années. On le voit maintenant avec les chiens. Les chiens, ils sautent d'une truffe à l'autre, ça va vite, il y en a un peu de partout, donc c'est génial. 40 € les 100 grammes pour le second choix, 60 € pour le premier choix. Le prix de la qualité, une qualité que les trufficulteurs veulent défendre. On souffre de l'Espagne qui a envahi les marchés européens. Donc à ce moment-là, il fait baisser notre cours. Comme quand c'est moins cher, souvent les gens ils achètent moins cher, mais ils achètent de la truffe espagnole. Et ça, par contre, on souffre de ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un label qui va certainement en 2027 sera en place. Le champignon est un acteur essentiel de l'activité économique locale. De l'étal à l'assiette, la truffe séduit. On va se faire le classique de la truffe, la brouillade. Donc simplement des œufs et de la truffe. Et grâce à cet or noir, le tourisme se maintient pendant les périodes dites creuses, au moins jusqu'à Pâques. 72 heures pour éviter la double chute, celle de l'exécutif Emmanuel Macron et Michel Barnier. Mission impossible ? Jules Torres nous dira ça dans quelques instants, juste après la pause. République peut-être, en tout cas l'exécutif craint pour la suite. Les tensions explosent en ce moment autour du vote du budget pour 2025. Le spectre donc d'une motion de censure hante les couloirs de l'Assemblée. L'avenir politique français semble totalement incertain, mon cher Jules. Oui, Anthony, l'avenir est très trouble, l'avenir politique est très trouble entre l'ultimatum qui a été posé sans détour par le Rassemblement national à Michel Barnier, c'est-à-dire pas de concession, pas de budget, et de l'autre un nouveau Front populaire qui est déterminé dans tous les cas de figure à contrer le gouvernement à la moindre invocation du 49.3, eh bien on est bien obligé de dire que le scénario de la censure, il se rapproche dangereusement. Demain, le budget arrive au Sénat, il va sans doute y avoir un 49.3, 48 heures plus tard, donc sans doute une motion de censure qui pourra être votée mercredi, et d'ici là, le gouvernement, il veut avancer, et on voit bien que le gouvernement, Matignon, Bercy, ils dramatisent les événements. Ils nous disent aujourd'hui finalement qu'une censure, c'est le désordre, c'est le chaos. C'est ce que nous disent en tout cas les conseillers de Michel Barnier. Et alors aussi du côté de Bercy, c'est le branle-bas de combat. Ce dimanche, il y a les deux ministres qui sont en charge des cordons de la bourse qui montent au front médiatique. Dans le GDD, Antoine Armand, le ministre de l'économie, qui tire à boulet rouge sur Marine Le Pen. Son message: mettre en péril le budget, c'est tirer sur les Français. Un appel à la responsabilité qui sonne, il faut bien le dire, comme un cri de détresse. Il y a également le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, qui choisit quant à lui le Parisien pour marteler une autre ligne rouge. Pas question de toucher au budget de la sécurité sociale, et ce, malgré les pressions exercées par le RN qui sont de plus en plus fortes. Alors oui, autant le dire, la censure est de plus en plus proche. Parce que le RN a été très clair, si des lignes rouges sont franchies, si nos lignes rouges sont franchies, nous censurerons. Oui, depuis plusieurs jours, Marine Le Pen, elle joue sa partition avec une rare intensité. Face à Michel Barnier qui multiplie pourtant les gestes d'ouverture comme sur l'AME ou sur la proportionnelle, eh bien la chef des députés du Rassemblement national, elle reste inflexible. Elle a fixé un ultimatum lundi, donc demain, et elle est finalement passée un petit peu experte dans l'art du Lingxi. Vous savez, c'est ce supplice chinois des 1000 coupures. J'ai découvert ça avec vous. Vous découvrez ça avec moi. C'est voilà, elle fragilise jour après jour avec des petites pointes Michel Barnier et son gouvernement. Avec méthode, elle avance donc ses pions en sachant pertinemment que la menace de censure pourra emporter bien plus que le gouvernement. Elle n'est pas la seule, Marine Le Pen, à souffler sur les braises. Dans les rangs de la Macronie déchue, il y a aussi certains anciens ministres qui jouent avec le feu. Hervé Berville, Thomas Cazenave, Roland Lescure, des figures déclassées qui implorent presque Marine Le Pen de censurer Michel Barnier dans l'espoir d'un retour en grâce. Roland Lescure, par exemple, rêve à haute voix d'un poste de vice-premier ministre dans un éventuel et hypothétique gouvernement de coalition. Donc on a bien compris que tout le monde calcule, tout le monde intrigue, tout le monde manipule, quitte à précipiter la chute du gouvernement. Et si le gouvernement tombe concrètement, quelles sont les options sur la table ? En cas de motion de censure et donc de démission du gouvernement et du Premier ministre, eh bien ce serait au président de la République de reprendre la main sur la politique nationale, alors qu'Emmanuel Macron, depuis quelques semaines, ne fait que de l'international. Alors, il aurait plusieurs options. Je vous en cite quelques-unes. Il pourrait déjà renommer Michel Barnier et ses ministres. Il n'y a aucun article de loi qui dispose que le président doit complètement changer son équipe. Il y a un autre scénario, c'est un gouvernement Barnier 2 avec d'autres ministres, ou alors un nouveau Premier ministre toujours issu du socle commun. Autre chose aussi, il pourrait opter pour un gouvernement technique. Ça, on en avait beaucoup parlé en septembre, avant la nomination de Michel Barnier. Sinon, Emmanuel Macron, il pourrait laisser
traîner un gouvernement démissionnaire pendant des semaines. C'est ce qu'il avait fait après les législatives anticipées. Sinon, il y a une autre option qui va plaire à Philippe David, c'est l'option NFP, nommer Lucie Castet à Matignon. Donc autant vous dire que tout cela ne semble pas très crédible à ce stade. Et c'est d'ailleurs face à cette impasse politique et parlementaire que les appels à la démission d'Emmanuel Macron se multiplient. Charles de Courson, Jean-François Copé, qui sont des modérés et qui ont été des amis du président de la République. Bon, c'est une perspective que le président de la République rejette avec fermeté, mais qui gagne du terrain dans l'opinion publique, puisque 62% des Français, d'après un CLH-CSA, ils sont favorables en cas de chute de Michel Barnier. Donc on voit bien qu'il y a le spectre d'une double chute, celle de Michel Barnier et celle d'Emmanuel Macron, et elle hante la République, elle hante l'exécutif et le gouvernement, car ici il ne s'agit pas de sauver un gouvernement en sursis, il s'agit de sauver son décennat, Emmanuel Macron. Donc Michel Barnier comme Emmanuel Macron, ils jouent leur avenir dans les 72 heures qui arrivent. La moindre erreur pourrait tout faire basculer, car là on n'est plus du tout, on l'a bien compris, sur une discussion budgétaire, on est vraiment face à une épreuve de vérité. Droit de réponse peut-être de Philippe David. Oui, on me prête des intentions que je n'ai pas automatiquement, mais ce n'est pas grave, je connais bien Jules, je sais que c'était... Il vous taquine, il pratique le Ling Chi en fait, oui, c'est exactement ça. Là, il a fait la première coupure, j'attends la seconde. Non, l'édito est excellent, rien à redire dessus. Une chose, il peut parfaitement nommer Barnier 2, mais je remarque une chose que n'a pas utilisé Jules dans son édito, on ne parle pas de démission d'Emmanuel Macron. Effectivement. Parce que c'est aussi une hypothèse. C'est une question. Alors, hypothèse à laquelle je ne crois pas, parce que, même pas pour des raisons politiques, mais parce que ça ne correspond pas au personnage. Qui imaginerait Emmanuel Macron démissionner de son poste de président de la République ? En tout cas, 62% de Français y sont favorables en cas de chute du gouvernement Barnier, selon son sondage CSA pour le JDD européen. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Le Ling Chi, je devrais peut-être pratiquer sur certains chroniqueurs qui ne nouent pas leur cravate à temps au moment où l'émission commence. À bon entendeur, Harold Iman et Jules Torres. Ouais. Plus les 1000 plaies, non merci. Allez, on reprend notre sérieux. Voici les titres du journal de 8h30. La cathédrale Notre-Dame rouvre ses portes désormais dans moins d'une semaine. On va revenir sur ces héros qui ont sauvé l'édifice, les pompiers de Paris. Ils ont été mobilisés pendant près de 10 heures pour combattre les flammes. Le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler des images exclusives de leur prouesse. On y revient dans un instant. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. La vente illégale de cigarettes, elle représente, et c'est énorme, un 38% du marché désormais. Un trafic qui engendre un manque à gagner considérable pour l'État. On y revient également dans cette édition. La Suède qui fait face à des violences de gangs inédites. De jeunes ados sont recrutés sur les réseaux sociaux par les trafiquants de drogue. Ils sont transformés en véritables tueurs à gages. Voilà qui fait écho justement à ce qu'on peut connaître nous aussi à Marseille notamment. Vous verrez les images dans quelques minutes. Et donc à moins d'une semaine de la grande réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on vient ce matin sur le rôle crucial des pompiers de Paris lors de cet incendie le 15 avril 2019. Il aura fallu plus de 9 heures aux soldats du feu pour lutter contre les flammes. Leur victoire, vous allez le voir, est le fruit d'une organisation millimétrée. Le détail avec Maëva Lamy. Les images ont fait le tour du monde. Le 15 avril 2019, Notre-Dame est en flammes. 500 pompiers sont alors mobilisés. Ils se lancent dans un sauvetage historique. Les pompiers sont montés dans la tour nord avec des échelles et avec des lances à incendie ont arrêté la propagation de l'incendie. Si on ne l'avait pas arrêté, le châssis qui portait les cloches brûlait et entraînait la tour nord. Et la tour nord entraînait le déséquilibre de tout l'édifice. C'était la fin de Notre-Dame. Les risques sont alors nombreux. Effondrement, intoxication au plomb. Durant 9 heures, les soldats du feu luttent pour venir à bout des flammes. La flèche, la charpente et le toit de l'édifice sont détruits, mais le monument est sauvé. Un exploit salué cette semaine par Emmanuel Macron. Je veux ici remercier chacune et chacun. Remercier d'abord nos sapeurs-pompiers de Paris pour leur courage. Ils se sont jetés dans un brasier titanesque et ils nous ont donné cette nuit un exemple de grandeur, de courage, de sacrifice. L'origine de l'embrasement n'est toujours pas clairement identifiée. Les investigations sont encore en cours. Philippe, sans ces héros, aujourd'hui, il n'y aurait plus de cathédrale. Il n'y aurait plus de cathédrale. Il faut être franc, les pompiers, c'est un des corps d'élite. Il faut le dire, de notre armée, alors même si ce n'est pas des combattants, c'est des combattants du feu
Et ils ont été vraiment exceptionnels ce jour-là. Moi, je me souviens, j'ai fait plus de 6 heures de direct avec les images de Notre-Dame en flammes. Et je dois le dire, c'est un des pires moments que j'ai vécu de ma vie en radio. Très franchement. C'était bouleversant. On peut le comprendre, on s'en souvient tous de ce jour-là, de cette nuit-là qui a été particulièrement longue pour tout le monde, en tout cas dans notre métier, pour tous les Français qui étaient inquiets pour cette cathédrale. On parle donc aujourd'hui de ceux qui ont sauvé la cathédrale. On va parler aussi de ces héros qui l'ont reconstruite. Nous sommes en direct avec Jean-Louis Bidet. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes charpentier de métier, vous travaillez depuis vos 15 ans pour les ateliers Perrault. Et vous avez dirigé, vous, la reconstruction des charpentes médiévales de Notre-Dame. Déjà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. C'est un plaisir. Votre entreprise, pour commencer, c'est ma première question, elle n'a pas été choisie pour rien. Elle fait ce métier depuis très très longtemps, racontez-nous. Oui, en effet, c'est l'histoire d'une entreprise en Anjou d'artisans au fil des générations qui transmet le métier, poursuit son activité depuis 1760. Nous sommes à 9e génération, une transmission de savoir-faire dans un village à Saint-Laurent-de-la-Plaine en Anjou. Voilà, et tout ce long parcours nous conduit un jour et c'est le cas aujourd'hui, à reconstruire les charpentes médiévales de la cathédrale. Alors justement, pour refaire toutes ces charpentes, il a fallu trouver les arbres, du bois solide. Comment on s'y prend concrètement ? Eh bien, les charpentes étaient clairement identifiées de par les relevés réalisés par Rémi Fromont, Cédric Tronceau, 6 mois durant pendant leur parcours d'études à Chaillot. Rémi Fromont, d'ailleurs, est un des 3 architectes en chef pour la reconstruction de Notre-Dame, spécialiste des charpentes notamment. Et grâce à ces plans, ces relevés, des arbres ont été identifiés, clairement reconnus, ce qui nous a permis il y a 2 ans d'aller en forêt, dans les forêts domaniales, dans les forêts privées, en travail avec l'Office national des forêts pour choisir tous ces arbres, 1300 au total, et pour les transformer ensuite en pièces de charpente. Avec des haches que nous avons fait reproduire dans un atelier de taillanderie. 6 taillandiers se sont réunis pour fabriquer ces outils de haute précision et qui nous ont permis d'utiliser les mêmes techniques et d'avoir le même aspect rendu que les charpentes d'origine. Il a fallu combien de charpentiers, de mois de travail pour parvenir à bout de ce travail titanesque ? Oh là là, beaucoup de mois, de semaines et de jours. On peut quantifier, 4 mois pour équarrir les arbres, en tout cas de transformer ces fameux arbres, comme je l'explique, à ces pièces de charpente. Ensuite, 6 mois pour tailler en atelier, le travail en atelier, préparer les assemblages. Prendre la direction de Paris et lever ces charpentes sur les murs de Notre-Dame, 6 mois ensuite. Et nous avons posé le bouquet le 12 janvier de cette année, marquant la fin et rendant la charpente à la cathédrale. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, parce que vous avez commencé à l'évoquer à travers les 2 architectes qui avaient fait les relevés de cette charpente, si on a réussi à refaire cette charpente à l'identique, c'est, et j'ai envie de dire, presque un hasard. C'est-à-dire que les plans de tout cet ouvrage ont été relevés par ces 2 architectes en 2014, soit 5 ans avant l'incendie, dans le cadre d'un travail d'école ? La providence, en fait, le hasard ou pas, la providence peut-être. Sans doute. Oui. Ce travail de relevé dans le cadre d'un fin de parcours d'études, les charpentes étaient connues, mais pas identifiées précisément au moindre détail. Et le travail formidable qu'ont réalisé ces 2 architectes, c'est tout ce qu'ils avaient sous les yeux, avec leur lampe, leur petit éclairage. Ils l'ont dessiné, relevé, les formes des pièces de bois, les détails d'assemblage, les bois, s'ils étaient légèrement déformés, s'ils avaient des formes... ce qui permet clairement aujourd'hui, ce qui a permis de reproduire au plus précis, en fait, tout ce travail d'études riche et indispensable pour la connaissance des techniques de construction de cette époque. En fait, tout ce long travail, tout ce riche travail permet aujourd'hui, nous, charpentiers, nous a permis de reconstruire ces charpentes. Voilà, incroyable, parce que dans l'histoire millénaire de cette cathédrale, c'est en 2014 que ces plans ont été refaits un petit peu par hasard, par la providence, comme vous le disiez vous-même. Vous serez là la semaine prochaine pour l'inauguration, bien évidemment. C'est un moment qui sera très fort, j'imagine, pour vous. Oui. Sûrement très fort pour nous, les compagnons du chantier, et pour tous ceux qui seront présents et tous ceux qui verront le chemin parcouru entre le moment de l'incendie et aujourd'hui, cette réouverture de Notre-Dame telle qu'on la voit, telle qu'on l'a vue vendredi dernier, redécouverte.
Merci beaucoup Jean-Louis Bidet, charpentier de métier, directeur technique pour la reconstruction des charpentes médiévales de Notre-Dame pour les ateliers Perrault. Merci infiniment de nous avoir présenté ce matin votre travail. Bravo à vous, bravo à toutes les équipes d'ailleurs qui ont participé à la reconstruction de la cathédrale. Une inauguration qu'on suivra bien sûr sur CNews la semaine prochaine en direct et puis qu'on suivra dès la matinale. On en parlera, ça fera l'objet d'une majeure partie de notre émission bien évidemment. On vous parle également ce matin de la contrebande de tabac. Elle représente désormais, et c'est énorme, 38% des ventes du marché selon une étude. Un trafic qui s'organise sur les réseaux sociaux ou lors de ventes à la sauvette. Et cela engendre évidemment un manque à gagner pour les buralistes et pour l'État. Retour sur ce phénomène qui prend de l'ampleur avec Régine Delfour et Tancrède Guillotel. 2,3 milliards d'euros. C'est ce que représente en 2023, selon une étude menée par le cabinet EY, les trafics criminels de contrefaçon et de contrebande de tabac en France. Très rentable, il ne se limite pas à de l'importation. Depuis 2021, au moins 6 usines clandestines de production de cigarettes ont été démantelées sur le territoire français. Vu le niveau de rentabilité de la contrebande, de la contrefaçon de tabac, on estime que créer une usine en France, c'est un retour sur investissement de 80% en 3 mois. Et donc, on a des réseaux qui aujourd'hui sont en capacité de faire cet approvisionnement, de produire en France et surtout de distribuer en direct via des vendeurs de rue et puis surtout via les réseaux sociaux. Avec ces circuits illégaux, mais aussi les achats effectués à l'étranger, entre 2019 et 2023, le marché parallèle est passé de 23 à 38% du marché total du tabac en France. En cause, selon les buralistes, la faiblesse des sanctions et le prix du paquet de cigarettes qui est 2 fois plus cher qu'au Portugal ou en Espagne. Le premier enjeu majeur, c'est d'arrêter l'augmentation sur le marché français. C'est la demande récurrente de la Confédération et de l'ensemble des buralistes, un moratoire sur la fiscalité pour éviter de créer un appel d'air supplémentaire avec les marchés frontaliers. En 2023, la baisse des ventes légales a engendré un manque à gagner pour l'État de près de 4 milliards d'euros. Et on va prendre tout de suite la direction de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados. Lors de la parade de Noël hier, un drame s'est déroulé. Une structure métallique en forme d'oiseau et installée sur un char est tombée sur la foule. Et on va retrouver sur place nos journalistes Adrien Spiteri et Bamba Gay. Adrien, que sait-on de ce qu'il s'est passé ? Eh bien, écoutez, cet accident, il a eu lieu ici, en plein cœur de cette station balnéaire de plus de 4500 habitants, juste devant le casino, à proximité directe également de la plage. Aux alentours de 19h hier soir, des centaines de personnes étaient présentes dans les rues à l'occasion du lancement des festivités de Noël, des festivités qui ont rapidement tourné au cauchemar, puisque vous l'avez dit, une structure métallique en forme d'oiseau s'est effondrée sur la foule. Certaines personnes ont alors tenté de retenir cette structure métallique et ont été blessés. Une structure qui vraisemblablement, selon la police, n'était pas très stable. C'est au moment d'amorcer un virage que cette structure s'est effondrée. 13 personnes au total ont été blessées, parmi lesquelles figure notamment une jeune fillette de 2 ans, mais aussi un artiste qui se trouvait à l'intérieur de cette structure. 2 personnes sont en urgence absolue, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Ces 2 personnes ont été transportées dans les hôpitaux du Havre et de Caen. On a pu rapidement, avec Laurent Sélarié qui se trouve derrière la caméra, s'entretenir avec un habitant. Il se demande comment un tel accident a-t-il pu avoir lieu. Évidemment, une enquête permettra de faire la lumière sur ce qu'il s'est concrètement passé. Adrien Spiteri et Laurent Sélarié, merci à tous les deux. Vous êtes en direct de Trouville-sur-Mer dans le Calvados. Dans l'actualité politique à présent, l'actualité politique vue par Jules Torres, ce week-end, on apprend que Bruno Retailleau envisage de supprimer la protection policière des anciens ministres, mais pas que, pour faire des économies. Et c'était à la demande de Michel Barnier. Oui, jeudi dernier, Bruno Retailleau a rendu à Michel Barnier ce rapport dans lequel il préconise de réduire la protection policière de certaines personnalités, et notamment des anciens premiers ministres, des anciens ministres de l'Intérieur qui bénéficient d'une protection à vie, voire même de ministres délégués actuels en exercice ou de secrétaires d'État en exercice. Parce que, disons-le clairement, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le ministre de la francophonie, le secrétaire d'État à la francophonie, est une personnalité exposée ? Pas tout à fait. Est-ce que la secrétaire d'État à l'intelligence artificielle est quelqu'un d'exposé ? Pas tout à fait. Donc, Bruno Retailleau,
il veut faire ça déjà pour faire des économies, parce qu'on a beaucoup parlé, vous savez, des privilèges coûteux que nous coûtent des anciens ministres, des anciens premiers ministres, notamment un budget en augmentation ces dernières années. On pense notamment à Dominique de Villepin qui a été pointé du doigt pour ses dépenses. On parle là en millions d'euros au total, en total de tous les anciens premiers ministres. Donc Bruno Retailleau, lui, il veut s'en prendre à la partie T4 de l'UCLAT. Vous savez, on mesure le niveau d'exposition. Il y a T1, donc là c'est le ministre de l'Intérieur, jusqu'au T4. Et c'est ces T4-là que le ministre veut réformer. Bon, c'est des économies. Tout ça va servir en plus à soulager le service de la protection policière, la police. Et en plus, le train de vie de l'État sera plus simple et plus sobre. Je pense que c'est une mesure de bon sens. Petites économies, c'est une mesure de bon sens, effectivement. Enfin, de bon sens, mais un peu économie de bout de chandelle. J'aimerais bien qu'on touche aux agences d'État qui coûtent 80 milliards, c'est-à-dire des sommes qui n'ont rien à voir. Vous avez tout à fait raison. Bizarrement, mais ça a un gros avantage. Pas. Ça permet de planquer beaucoup de copains quand ils perdent un mandat, etc. Donc c'est sûr que c'est incontournable, on ne peut pas s'en passer. Allez, on va prendre la direction de la Suède à présent, qui fait face à une violence des gangs inédite. Là-bas, de jeunes adolescents sont recrutés via les réseaux sociaux pour intégrer les trafics de stupéfiants. Ces mineurs sont payés parfois jusqu'à 13 000 € pour devenir tueurs à gages. Et les autorités peinent à endiguer le phénomène. Le point sur la situation avec Sharon Camara. Ils sont de plus en plus jeunes. Impliqués dans des fusillades et autres règlements de compte, des mineurs sont recrutés par des chefs de gang. Aujourd'hui, ceux qui intègrent un gang le font uniquement pour l'argent. Ils savent que c'est bien payé. Cela peut être tentant, surtout lorsqu'il y a des problèmes à la maison. Ancien membre de gang, Victor se désole aujourd'hui de voir des mineurs entraînés dans cette spirale de violence. Pour moi, tout a dégénéré lorsque j'ai eu 18 ans. J'étais dans une période très difficile de ma vie. Au final, à 19 ans, la police a débarqué chez moi et m'a arrêté alors que je dormais. Aujourd'hui, je constate que tout le monde veut être un meurtrier. C'est vraiment triste de voir que c'est ce à quoi aspirent les jeunes. Pour cette ancienne avocate, le gouvernement doit impérativement durcir la loi pour mettre fin à cette violence. Je pense que la police et le gouvernement doivent utiliser la loi pour faire évoluer la situation et utiliser tous les traitements possibles pour empêcher les gens de recruter des enfants. Je ne pense pas que la peine de 3 ans de prison pour le recrutement d'un enfant soit suffisante. La sanction devrait être beaucoup plus sévère, car vous utilisez un enfant pour commettre un meurtre. En Suède, les règlements de compte sur fond de trafic d'armes et de drogue ont fait 53 morts en 2023. Voilà qui fait écho à ce qui se passe effectivement en France dans des villes comme Marseille. 8h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité avec vous, Marine. En politique, Marine Le Pen a appelé Michel Barnier à d'ultimes concessions afin d'éviter une censure. Elle n'est pas inéluctable selon la leader du Rassemblement national. Pour rappel, si la gauche et le RN unissent leurs voix, le gouvernement Barnier tombera, une première depuis 1962. L'homme soupçonné d'avoir tué Lilian Dejean, un agent municipal à Grenoble, a été mis en examen pour meurtre et écroué. Abdoul Diallo, 25 ans, avait été interpellé fin novembre au Portugal après 74 jours de cavale. Et puis en Syrie, la majorité de la ville d'Alep est désormais aux mains des islamistes. Au moins 320 personnes sont mortes lors d'une offensive éclair. Le président syrien Bachar al-Assad a assuré hier soir que son pays était en capacité de vaincre ces terroristes. Alors Philippe, je suis sûr que si je vous dis Pif Gadget, ça va vous rappeler de très bons souvenirs. Oh là là, oui, les pois sauteurs, etc. Toute mon enfance.